tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Un Focus spécial puisque aujourd'hui nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Cristina Duarte qui est ministre des Finances et du Plan de la République du Cap-Vert, mais qui est aussi candidate à la présidence du groupe Banque Africaine de Développement. Nous parlerons avec elle justement à la fois de son parcours, de ses ambitions si elle est élue à la tête du groupe Banque Africaine de Développement et puis aussi de quelques dossiers d'actualité sur l'Afrique. Madame Duarte, bonjour. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté cette interview sur Vox Africa. Vous êtes de passage donc à Bruxelles, dans le cadre justement de cette campagne, si on peut dire, campagne électorale, d'un genre particulier, où vous rencontrez à la fois des institutions, des leaders d'opinion, comment je veux dire, des chefs politiques, pour essayer de faire passer le message de cette candidature, votre candidature donc à la présidence de la Banque Africaine de Développement, qui est portée par votre pays, le Cap-Vert, petit pays insulaire de l'Afrique de l'Ouest, on pourrait dire au large du Sénégal, pour ceux qui ne le connaissent pas. On va peut-être un peu découvrir d'abord qui vous êtes, avec quelques questions sur votre parcours, puis on parlera de vos ambitions en tant que candidate pour la présidente de la BAD, et puis après une ou deux questions précisément sur des dossiers d'actualité sur l'économie en Afrique, parce que l'économie c'est votre domaine. En quelques mots, je présente, vous êtes titulaire d'un MBA donc en finance internationale obtenu aux États-Unis, vous êtes polyglotte, c'est ce que j'ai lu, vous parlez à la fois bien sûr le portugais qui est la langue officielle du Cap-Vert, le créole capverdien, le français, l'anglais, l'italien. Et vous avez un long parcours professionnel puisque vous avez passé par le privé aussi, notamment dans la grande banque Citibank, en Angola, au Kenya aussi, où vous étiez responsable du corporate et de l'investment banking. Donc vous connaissez aussi très bien le secteur privé. Et vous êtes passé aussi en tant que consultante à la FAO, au PNUD, donc au Programme des Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale aussi. Et donc tout ça, ça fait de vous, je veux dire, un profil assez particulier, à la fois une vraie technicienne du monde de la finance, mais aussi avec une vue assez large sur ce que on pourrait appeler les enjeux du développement, parce que le développement ne se limite pas justement à la question financière et à la question bancaire. Mais avant ça, ce que je voudrais savoir, c'est que vous, en tant que Cap-Verdienne, pays, comme on dit, peut-être un petit peu méconnu, puisqu'il est petit, il est, en Afrique de l'Ouest, mais c'est un pays qui a une très bonne réputation. Et elle vous doit, cette réputation, elle vous doit beaucoup, puisque ça fait près de 9 ans que vous dirigez justement les finances. Vous êtes ministre des Finances et du Plan du Cap-Vert. Je voudrais savoir, vous, quel est le sens de votre candidature? Pourquoi, aujourd'hui, après 9 ans à la tête du ministère des Finances et du Plan du Cap-Vert, vous décidez de concourir pour la présidence de la BAD? Merci beaucoup. J'ai une grande motivation personnelle pour me rendre disponible pour cette position, la présidence de la Banque africaine du développement. Je pense que c'est arrivé le moment de promouvoir la transformation structurelle de l'Afrique. Dans les dernières 15 années, l'Afrique a connu un grand progrès dans tous les domaines. Et tout le monde parle de l'Afrique émergente. L'Afrique qui s'ouvre au investissement privé, l'Afrique qui s'ouvre en termes de capital, marché de capital, etc., etc., etc. Mais je suis sûre que vous savez aussi que cette Afrique émergente n'a pas bénéficié tout le monde. Et après 15 années, on se demande pourquoi. Cette Afrique émergente n'a pas été capable de casser le cycle vicieux de la pauvreté. Nous, Africains, on continue à se confronter avec des niveaux de pauvreté très très élevés, avec une croissance sans développement socio-économique, avec une croissance économique sans transformation structurelle. Il faut qu'on s'arrête et qu'on demande pourquoi. Dans mon avis, je pense qu'il y a quelques facteurs qui peuvent contribuer à changer cette situation. Le premier, c'est la qualité des institutions. Permettez-moi de donner l'exemple du Cap-Vert. Dès le début, le Cap-Vert a décidé de donner une importance égale à l'infrastructuration physique et à l'infrastructuration institutionnelle.
C'est dans ce cas que le Cap-Vert, maintenant, a quelques institutions crédibles et que constituent des moteurs d'attraction pour l'investissement privé. Je pense que la qualité des institutions, c'est très important pour la gouvernance, pour la compétitivité d'un pays. C'est un atout intangible, mais c'est important. Mais aussi pour la gestion des ressources naturelles. Le cas de l'Afrique, c'est vraiment un cas particulier. Mais aussi pour la sélection, construction et gestion des infrastructures. C'est dans ce contexte-là, si vous aurez l'opportunité de lire mon programme, je donne une importance à la qualité des institutions en Afrique et je pense que la BAD peut travailler sur cela. Pourquoi je me candidate? Exactement pour continuer à faire ce que je viens de faire dans les dernières 10 années, à contribuer pour la transformation structurelle de l'Afrique. Justement, on va revenir sur quelques points, parce que j'ai eu l'occasion précisément de lire votre programme. On va revenir sur quelques points précis, les grands axes de votre programme, si on peut dire, de direction de la BAD, si vous êtes élu. Mais revenons, vous l'avez dit, vous vous basez essentiellement sur votre expérience. Expérience dans le privé, comme je l'ai dit, expérience aussi à la tête du ministère des Finances et du Plan du Cap-Vert. Alors le Cap-Vert est un pays qui a eu son indépendance en 1975, un pays qui est petit, comme j'ai dit, insulaire, à la fois avec des problèmes climatiques, puisqu'il y a aussi à la fois des zones désertiques au Cap-Vert, pas de ressources, il n'y a pas de pétrole, en tout cas on n'en a pas encore découvert au Cap-Vert. Et malgré tout, c'est un pays qui a su faire un bond en avant formidable, puisqu'il est passé d'un pays pauvre, si on peut dire, aujourd'hui un pays avec un revenu intermédiaire. Et vous avez œuvré dans ce sens-là, notamment en mettant de la rigueur au niveau de la gestion budgétaire, de la gestion des finances publiques. Alors dites-nous un peu, quelle a été votre vision pour réformer les finances publiques du Cap-Vert et faire qu'aujourd'hui le Cap-Vert puisse notamment mobiliser une importante partie de ses ressources internes et de ne pas simplement vivre en attendant les IDE, c'est-à-dire l'investissement direct étranger. C'est vrai, le Cap-Vert n'a pas des ressources naturelles traditionnelles. C'est dans ce sens que le Cap-Vert a réussi à transformer la bonne gouvernance dans une source de crédibilité. Ce que le Cap-Vert a fait, c'est exporter crédibilité et recevoir un montant considérable en termes de financement concessionnel. Comme ministre des Finances, après la graduation en 2008, le gouvernement de Cap-Vert et moi-même comme ministre des Finances, on a décidé de mobiliser des financements concessionnels, infrastructurer physique et institutionnel l'économie capverdienne et préparer le pays pour la prochaine étape. Ça veut dire une étape où le Cap-Vert commence à marcher plus avec ses pieds, en créant des conditions pour une génération des revenus propres. C'est ça le grand défi que je pense que nous sommes en train de réussir à atteindre. Et pour mettre ça en place, parce que quand j'ai lu ce que vous avez fait par rapport à la réforme à la fois fiscale et puis aussi structurelle des finances du Cap-Vert, on dit il y a bancarisation par exemple du trésor public, la mise en place d'un monitoring des finances publiques. Vous avez lié par exemple la planification et aussi le fait qu'on puisse faire un cadre à moyen terme des rentrées fiscales dans le pays. Comment tout ça a pu être mis en place au Cap-Vert? Parce qu'on voit que beaucoup de pays africains aujourd'hui lancent des programmes d'émergence 2025, 2020, mais les capacités opérationnelles de gestion de ces programmes sont insuffisantes. Et comment au Cap-Vert vous avez réussi à les mettre en place? Vous venez de donner un exemple, et je pense un bon exemple, comment le Cap-Vert a donné l'importance à la question institutionnelle. La gestion des finances publiques ou les réformes en matière de gestion des finances publiques au Cap-Vert, je pense, sont un bon exemple de ça. C'est vrai, depuis 2007, j'ai réussi à mettre en place des grandes réformes pour rendre la gestion des finances publiques au Cap-Vert plus transparente, plus crédible, et pour qualifier
les dépenses publiques au Cap-Vert. Comme vous le savez, on n'exporte pas des matières primaires. Ça veut dire que chaque dollar, chaque scudo que le Cap-Vert dépense, il faut le dépenser très bien. On n'a pas de, comme on dit, d'espace de manœuvre de ne pas dépenser bien ce qu'on recevra de l'extérieur, comme l'aide, comme financement concessionnel, et ce que les Cap-Verdiens ont la capacité de produire. C'est dans ce contexte qu'on a fait la bancarisation, on a mis en place un système de suivi et évaluation, on a doté ce qu'on appelle une programmation budgétaire plus annuelle. Je viens de changer le cadre fiscal et je viens de informatiser toute l'administration tributaire au Cap-Vert. Exactement. Alors maintenant, parlons forte justement de cette expérience au Cap-Vert. Votre ambition, c'est peut-être amener cette réputation de femme rigoureuse, de bonne gestionnaire, l'amener au niveau de la BAD. Mais vous arriverez à la BAD si vous êtes élu, je veux dire, après 10 ans de Kaberuka. Kaberuka qui a quand même fait, Donald Kaberuka, donc l'actuel président de la BAD, a quand même fait des choses très importantes. Incroyable. Des choses incroyables. En 10 ans de présidence, il a mobilisé, donc il a investi, près de 3 milliards de dollars dans 60 projets qui valent à peu près 32 milliards de dollars. Il a créé par exemple Africa 50, le fonds dédié aux infrastructures en Afrique. Il a fait que la BAD est aujourd'hui une des banques africaines qui détient le triple A de la notation des instituts de notation internationale. La BAD est, je crois, la meilleure banque notée sur le continent africain, et elle a traversé sans aucun problème la crise de 2008, la crise des subprimes. Alors vous, aujourd'hui, quand vous voulez arriver à la tête de la BAD, c'est pour faire quoi? Je veux dire, c'est une révolution ou bien c'est la continuité de ce qu'a fait Kaberuka? C'est en même temps la continuité et c'est en même temps avoir la possibilité de mettre en place les réformes nécessaires, et je souligne nécessaires, pour continuer ou pour rendre la banque, la BAD, une institution qui peut mieux servir ses clients, peut mieux servir les pays africains. Comment? Premier, en appuyant les gouvernements africains à mieux regarder la question institutionnelle, en aidant les gouvernements africains en termes de qualification des politiques publiques, en continuant à mobiliser peut-être beaucoup plus en termes de liquidité africaine, mais aussi liquidité internationale pour un programme d'infrastructuration de l'Afrique, mais soumis à une stratégie, à une vision. J'aimerais bien peut-être... Quelle est cette vision, justement? Dites-en-nous quelques mots. Mon point de départ, c'est que la BAD, ou la mission de la BAD, doit être liée à une mission. Qui doit définir cette mission? Je pense qui doit définir cette mission sont les gouvernements africains. Parce que ce sont les gouvernements qui ont été élus, démocratiquement élus, pour définir cette vision. La BAD doit être là d'une manière permanente pour aider le gouvernement africain, pas seulement à concevoir cette vision, mais à mettre en place cette vision. J'aimerais bien peut-être, si vous me permettez, apporter une précision. De 1995 jusqu'à 2005, Omar Kabash a mis en place des grandes réformes et a réussi à récupérer la classification AAA de la banque. Kaberuka a bien compris et a pris comme son point de départ exactement ce que Kabash a fait, et il a réussi à diversifier le source de financement de la BAD d'une manière incroyable. Il a réussi à élargir le réseau de partenaires stratégiques de la BAD. Il a réussi à décentraliser la BAD, ça veut dire à mettre la BAD plus proche de ses clients. Maintenant, comme vous le savez, la BAD a grandi, peut-être un peu trop vite. Trop vite selon vous, oui? Un peu trop vite. Maintenant, je pense qu'il faut mettre en place, encore une fois, des réformes nécessaires en maintenant la stabilité de l'institution, en maintenant la crédibilité de l'institution. Quelles réformes? Par exemple, je pense qu'il faut
revisiter la décentralisation, consolider le travail que Kabiruk a fait, mais peut-être avec quelques ajustements. Il faut aussi mieux regarder la question en termes de gestion des ressources humaines. Il faut aussi adopter une approche plus collaborative en termes de trouver des synergies avec les autres institutions financières privées, pourquoi pas, publiques, pourquoi pas, mais pas seulement financières, des autres organisations africaines. Je donne l'exemple de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Comme vous le savez, c'est une organisation que pense l'Afrique 24/24. Ça veut dire qu'ils sont en train de produire des matières premières de haute qualité. Ça, c'est vraiment utile à la BAD. La BAD peut prendre cette matière première de haute qualité, l'utiliser pour rendre ses services, néanmoins advisory service, aussi de bonne qualité. C'est ce type de complémentarité et de synergie que je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Des synergies au niveau de quoi? De la connaissance, de l'analyse? Parce qu'ils produisent par exemple chaque année le rapport sur l'Afrique, ce qu'on appelle Africa Outlook. C'est produit par la BAD, par le CEA, donc la Commission économique pour l'Afrique, et produit aussi par l'OCDE, un rapport justement qui est présenté chaque année aux assemblées annuelles de la BAD, qui montre un peu, si je peux dire, l'état des lieux des économies africaines. Donc vous voudrez qu'on renforce ces synergies pour qu'au-delà de ce rapport, je veux dire, la recherche scientifique sur la réalité économique du continent se fasse plus en collaboration? Le rapport annuel, c'est un moment de prestation de compte. C'est ça, c'est un moment de prestation de compte. Ce que je suis en train de proposer, c'est une complémentarité entre la BAD et les autres institutions africaines. C'est la BAD plus comme une tête de système. La BAD ne peut tout faire pour tout le monde. La BAD doit se concentrer dans certaines priorités. Ça, c'est vrai d'un côté. C'est aussi vrai que la BAD peut jouer ce rôle de tête de système. Ça veut dire que la BAD peut élargir son zone d'influence en travaillant la complémentarité avec les autres institutions africaines, néanmoins la Commission économique de l'Union africaine. Alors, question précise, je sais que les réponses pourraient être larges, mais je vous demande d'être condensé dans vos réponses sur 3 thèmes particuliers, parce qu'on entend rabâcher ça depuis des années, comme vous l'avez dit, ces 15 dernières années qui ont vu une croissance formidable des pays africains, ont mis en avant un consensus, si on peut dire, au niveau de tous les analystes économiques, en disant les 3 points cruciaux, de key issue, comme on dirait en anglais, c'est à la fois l'intégration régionale qu'il faut renforcer pour aider l'Afrique à se développer, les infrastructures, et puis en 3e lieu, l'industrialisation, justement, cette transformation de l'Afrique. Alors, sur chaque point, quelle serait, selon vous, la bonne mesure ou la bonne décision à prendre sur l'intégration régionale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Très vite, jusqu'à ce moment, ce qu'on a essayé de faire en termes de construire une intégration économique régionale en Afrique, c'est plus une approche top to bottom, down, top down. Maintenant, c'est le moment de commencer à faire un peu au contraire, bottom up. Ça veut dire, pour faire ça, on a besoin d'un secteur privé qui peut participer dans le processus d'intégration économique régionale. Quand on parle d'intégration, on parle de quoi? Intégration des marchés, intégration d'affaires, on parle du mouvement des personnes, on parle de mouvement des marchandises, c'est ça. Qu'est-ce qu'on parle à la fin? On parle de l'activité du secteur privé. Ça veut dire, pour l'intégration économique régionale, en termes de top-down, on a besoin des institutions. En termes de bottom-up, on a besoin d'un secteur privé. C'est dans ce contexte-là que je défends que la fenêtre secteur privé de la BAD doit être élargie exactement pour empodérer le secteur privé à mieux participer dans l'intégration économique régionale. Et sur les infrastructures, on pourra en parler pendant longtemps, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire qu'on n'a pas déjà fait? Il a mobilisé Africa 50, par exemple. On sait que les besoins sont les besoins sont de 80 milliards de dollars sur les 10 prochaines années pour
rattraper le retard de l'Afrique en termes d'infrastructure? La BAD ne peut pas financer toutes les nécessités d'infrastructures en Afrique. C'est impossible. C'est dans ce contexte-là que je défends, par exemple, la BAD doit jouer un rôle de tête de système et travailler avec la banque de la CEDEAO. Travailler, par exemple, avec African Finance Corporation. Travailler, par exemple, avec les banques privées. Et créer un système financier plus préparé, plus capable de mobiliser la liquidité africaine, comme vous le savez, il est un peu en dehors de l'Afrique, et aussi mobiliser beaucoup plus la liquidité internationale. Ça, c'est difficile, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que dans les prochaines années, l'Afrique, sans aucun doute, va être le continent, va être la zone géopolitique que sûrement va présenter les meilleurs taux de croissance économique. Alors, même question, réponse condensée aussi sur un problème assez large, l'industrialisation. Quand je parle d'industrialisation, vous l'avez déjà évoqué, c'est la transformation en Afrique même, mais en Afrique même, je veux dire, des matières premières. Parce que pour l'instant, comme on dit, on consomme ce qu'on ne produit pas et on produit ce que l'on consomme pas, parce que on envoie les matières premières à l'extérieur, elles nous reviennent transformées. Comment faire pour transformer sur notre continent et donc ajouter de la plus-value à ça? Exactement. L'industrialisation, c'est un point seulement de la transformation structurelle de l'Afrique. La transformation structurelle de l'Afrique, ou dans la transformation structurelle de l'Afrique, il faut qu'on analyse les chaînes de valeur. Et quand on analyse les chaînes de valeur, ce qu'on voit, c'est que 20% de la chaîne se passe ici en Afrique. Et peut-être 80% en dehors de l'Afrique. Il faut le commencer à changer. Pour commencer à changer ça, l'industrialisation, c'est important. Mais quand on parle de l'industrialisation, on parle de la compétitivité de l'Afrique. Quand on parle de la compétitivité de l'Afrique, on parle de l'innovation, on parle de la créativité. Ça veut dire pour la transformation structurelle de l'Afrique, on doit retravailler les chaînes de valeur avec l'industrialisation, l'innovation et la créativité. Alors, deux autres points importants aussi. Si vous arrivez à la tête de la BAD, que ferez-vous en termes, je veux dire, de promotion de ce qu'on appelle l'économie verte et l'économie bleue? Parce qu'on sait que votre pays, le Cap-Vert, comme vous l'avez répété, n'a pas des ressources naturelles minérales, en tout cas comme le pétrole ou autre, mais vous avez opté notamment pour l'énergie renouvelable et puis aussi pour l'économie bleue, ce qu'on appelle tout ce qu'on peut profiter de l'océan, la proximité de l'océan ou de la mer. Est-ce que la BAD devrait plus s'impliquer dans ces domaines? Il y a deux drapeaux que j'aimerais bien apporter avec moi. L'un, c'est exactement le drapeau environnement, énergie renouvelable, économie verte, croissance verte. Ça, c'est une question une question cruciale pour l'Afrique. Il n'y a pas, on ne réussirait pas à mettre en place une transformation structurelle de l'Afrique sans adopter ce principe-là. Mais il y a un deuxième drapeau, c'est la question de la femme. Maintenant, la question de human empowerment, ce n'est pas seulement une question de droits humains, mais c'est de plus en plus une question économique. Ça suffit de continuer à participer dans ce championnat avec une équipe qui joue avec la moitié de ses éléments. On ne va jamais gagner ce championnat. C'est dans ce contexte que je pense porter avec moi ces deux drapeaux. Croissance verte, économie verte, énergie renouvelable et le drapeau femme. Alors une question aussi, la BAD compte aujourd'hui 40% de son capital qui est détenu par des non-africains. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui doit s'accentuer, on doit aller plus loin? Sous Kaberuka, les Japonais sont entrés dans la BAD, les Turcs sont entrés dans la BAD. Est-ce qu'il faut aller plus loin, faire entrer les Chinois et d'autres, ou alors il faut que le corps reste africain pour que cette banque soit vraiment une banque africaine? La BAD, c'est une banque africaine et il doit continuer à être une banque africaine, indépendamment de la structure en termes d'action. C'est ce que le Kaberuka a très bien fait. Ce que je viens de dire, élargir le réseau de
partenaire stratégique de la BAD. On peut le continuer à faire sans mettre à cause le fait que la BAD doit continuer à être une banque africaine qui peut continuer à servir le développement de l'Afrique. Pour terminer, conclusion, et je reviens sur votre parcours personnel, puisque j'ai appris en travaillant cette interview que votre oncle avait été un grand militant de la cause indépendantiste, justement à la fois dans toute cette je veux dire, galaxie lusophone, hein, avec le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, Mozambique, Angola et tous ces pays. Et notamment, est-ce que vous avez en vous, à partir de là, une âme réellement panafricaine? J'ai grandi dans une famille panafricaniste. Ah, ça c'est clair. J'ai commencé à sentir l'Afrique à travers du Cap-Vert, comme tout le monde. Un jeune Ivoirien sent l'Afrique à travers de la Côte d'Ivoire. Un Angolais sent l'Afrique à travers de l'Angola. J'ai commencé à sentir l'Afrique à travers du Cap-Vert, dans une famille panafricaniste. La première fois que mon père m'a obligé dans un sens positif de lire Amilcar Cabral, j'avais 14 ans. J'ai commencé à lire Amilcar Cabral après le 25 avril au Portugal, la révolution portugaise, parce qu'avant était dangereux, comme c'est évident, non? Et j'avais 14 ans. Mon oncle a été un des fondateurs de PAIGC. Alors, je suis capverdienne, je suis africaine, et je suis un panafricaniste. Ah, ça c'est clair. Et personne ne peut pas tirer ça. Il m'appartient. Ah oui, très clair. Merci beaucoup Christina Duarte. Je rappelle que vous êtes donc ministre des Finances et du Plan de la République du Cap-Vert, mais aussi candidate justement pour la présidence du groupe Banque africaine de développement. Merci pour cet entretien. Et merci pour cette opportunité. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. Au revoir.